Snapchat est une application iPhone qui permet au téléchargeur de prendre une photo ou une vidéo et de l'envoyer à ses amis qui ont également téléchargé l'application. Le plus intéressant, c'est que l'application vous permet d'envoyer la photo ou vidéo uniquement pour l'heure que vous choisissez. Une fois que le spectateur ouvre la photo ou vidéo et que le temps imparti est écoulé, elle ne peut plus jamais être ouverte. Certaines personnes ont même commencé à l'utiliser pour envoyer leurs photos osées sans craindre qu'elles finissent partout sur internet. Je suis sûr que l'application n'a jamais été créée avec l'intention sinistre que j'ai vécu. Et ce qu'elle a vécu, elle va nous le raconter maintenant en détail et accrochez-vous bien car les détails sont vraiment à vomir. Donc âme sensible s'abstenir, je mets un gros disclaimer, attention à vous. Vraiment les gars. Savannah, oui, elle a voulu installer l'application comme toutes ses copines et ses copains pour communiquer avec ses potes et bien se marrer. Pendant les premières semaines après qu'elle ait installé l'application, tout allait pour le mieux, elle s'en servait assez souvent et rien d'étrange ne lui était arrivé, jusqu'à cette fameuse nuit. Elle va nous expliquer que cette fameuse nuit, elle était allongée dans son lit. Et comme elle n'arrivait pas à dormir, eh bien elle naviguait sans aucune raison sur son téléphone. Quand, tout d'un coup, un Snapchat s'est mis à apparaître sur son téléphone de sa meilleure amie qui s'appelle Erika et qui vivait à 1200 miles de la maison de Savannah, car il faut savoir que Savannah avait récemment déménagé. Cette notification Snapchat ne va pas trop l'étonner car elle était très habituée à ce que sa meilleure amie lui envoie souvent des Snapchats d'elle qui fait une petite blague ou qui rigole à un truc. Enfin c'était voilà assez fréquent quoi. Ça ne l'a pas du tout étonnée, même si l'heure était quand même assez tardive. Bon, elle va quand même l'ouvrir naturellement en espérant rire parce que là elle n'arrivait pas à dormir et ça l'a saoulée un peu quoi. Mais au lieu que ce soit cela, au lieu de rire, là elle va ressentir un gros sentiment de confusion quand elle va regarder le Snapchat qui lui a été envoyé. Pourquoi vous allez me dire? Parce que le Snapchat, quand elle va l'ouvrir, elle va voir sur la photo qu'il y a sa meilleure pote qui est en train de dormir. Ce qui va étonner Savannah en fait, c'est que le Snapchat qu'elle va regarder, qu'elle va ouvrir, avait été pris de l'autre côté de la pièce. Comme si une personne était dans la chambre de sa meilleure amie et l'avait prise en photo. Savannah ne va pas directement être terrifiée, elle va juste être dans l'incompréhension totale. Elle va essayer de comprendre qui aurait pu la prendre en photo, sa meilleure pote, à savoir qu'elle n'a pas de copain, pas de frère, mais seulement 2 parents. Mais pourquoi l'un de ses parents aurait voulu la prendre en photo la nuit, très tard, et l'envoyer après à sa meilleure amie? Non, ça colle pas du tout. Le temps va petit à petit s'écouler, elle va regarder la photo, et bam, la photo va se supprimer. Car oui, sur Snap, il y a un temps, quelques secondes avant que la photo, eh bien, on ne puisse plus du tout la voir. Pendant 10 minutes, elle va être complètement déphasée et elle va essayer, voilà, encore de trouver des théories sur qui pourrait être la personne qui a pris sa meilleure pote en photo. Et après ces quelques minutes, une autre notification Snapchat va apparaître sur son téléphone, indiquant que sa meilleure pote, encore une fois, lui a envoyé un snap. Savannah va l'ouvrir avec hésitation et elle va se rendre compte que c'est la même photo, mais comme si on avait zoomé en fait sur sa meilleure pote. Sauf que pas du tout, après réflexion, Savannah va se rendre compte que la personne s'était rapprochée un peu plus d'elle, à environ 4 pas de plus, pour la reprendre en photo. Le même sentiment pour la deuxième fois va s'installer chez Savannah, la terrifiant de plus en plus. Elle va se sentir toute bizarre et va de plus en plus s'inquiéter pour sa meilleure amie. 10 minutes vont encore s'écouler et ça va être rebelote. Une autre notification va apparaître sur le téléphone de Savannah indiquant que sa meilleure pote lui a encore envoyé une photo. Elle va à nouveau l'ouvrir avec énormément de peur en elle et va se rendre compte que c'est encore une fois la même photo, sauf que la personne qui a pris la photo est encore plus proche de sa meilleure pote. Il a fait encore quelques pas et s'est décidé de prendre encore une photo d'elle et de l'envoyer à Savannah. La personne derrière tout ça avait envoyé 3 photos. Savannah ne voulait pas en voir une 4e, elle était horrifiée de recevoir encore une notification, elle en avait vraiment l'angoisse, sauf que malheureusement, c'est arrivé. 10 minutes après, elle va recevoir la dernière photo de la soirée. Et cette photo, elle va expliquer sur le post Reddit que ça lui a changé sa vie dans le pire sens qu'elle ait pu imaginer. La 4e et dernière photo, quand elle a ouvert, elle a vu sa meilleure pote en gros plan. Donc le gars s'était encore rapproché pour prendre la photo, sauf qu'il y avait un détail sur cette photo. C'est que sa meilleure amie avait la gorge tranchée. Son oreiller qu'elle avait vu au début blanc, là, était noir. C'est normal, car le sang s'attache. Et oui, ce qu'il y avait sur son oreiller était bien du sang qui avait séché et qui avait du coup déposé un liquide noir sur l'oreiller. Même si Savannah est traumatisée, même si elle est paniquée et qu'elle a tout sauf envie que ce soit la réalité, elle va quand même immédiatement se décider
à appeler les parents de sa meilleure pote pour voir si tout ça n'est qu'une blague. Elle va composer le numéro du téléphone fixe de la maison où habitait sa meilleure pote et va tomber sur ses parents. Elle va tout leur expliquer très vite, très stressée, en bégayant pratiquement sur tous les mots qu'elle dit. Et d'ailleurs les parents au début ne vont pas trop comprendre, mais ils vont comprendre qu'il y a un problème avec leur fille. Donc ils vont se diriger vers leur chambre, ouvrir la porte et voir personne. Personne à part le corps de leur fille qui est dans le lit, sur lequel on avait pu trancher une partie du cou. Tous les snaps étaient bien vrais, Savannah n'a pas du tout halluciné, elle était bien face à l'envoi de Snapchat d'une personne qui a assassiné sa meilleure copine. Le père, quand il va rentrer dans la chambre de sa fille, va voir non seulement la fenêtre qui était ouverte complètement, mais aussi les cheveux de sa fille qui flottaient avec le courant d'air qui s'était du coup créé avec la porte que le père venait d'ouvrir, mais aussi la fenêtre qui était ouverte. Bref, la scène est horrible, le père va être traumatisé, tout le monde va être dans une phase de traumatisme. Savannah, elle va être mise au courant par l'un des enquêteurs que les Snapchats n'avaient pas été envoyés que à elle, à tous ses potes. Savannah va commencer à appeler tout le monde pour leur décrire ce que elle avait reçu pour essayer de comparer avec ses potes, et oui, tout était parfaitement pareil. Elle va se rendre compte quand les autres lui décrivent ce qu'ils ont reçu que ça colle parfaitement en fait. Les photos qu'ils ont reçues étaient toutes identiques. Y compris cette photo que je ne vous ai pas parlé. C'était la 5e photo, une photo qui comportait une phrase écrite au marqueur par la personne qui avait pris Erika en photo. Cette phrase-là indiquait ceci: « Je viens pour vous tous ». Mais alors, qui a pu bien prendre ces Snapchats et l'envoyer à Savannah ? Qui a fait ça? Eh bien malheureusement on ne sait pas du tout. L'affaire a été classée sans suite, on a juste constaté le décès finalement de Erika, mais malheureusement on n'a pas pu faire plus car on n'a retrouvé aucune trace de la personne qui avait pris des photos durant cette nuit du corps de Erika sans vie. Est-ce que cette personne-là était le meurtrier? Oui, on le suppose. Et est-ce qu'on aura une réponse de ma part rassurante à la fin de cette vidéo? Oui. Vous verrez qu'à la fin de la vidéo, je vous livrerai un truc par rapport à cette histoire qui vaut le coup et qui vous rassurera peut-être sur cette histoire. Je le fais à la fin parce que c'est logique dans la manière de faire là. Sinon, pour les autres histoires, vous verrez que c'est pas dingue de le dire maintenant. Cette histoire, c'est ma préférée. C'est à la fois elle qui est la plus terrifiante et qui se rapproche le plus de la réalité. Elle a été postée par un utilisateur sur Reddit et j'espère que vous l'apprécierez. Et la personne qui va nous raconter cette histoire n'est ni plus ni moins qu'une jeune femme qui s'appelle Nathalie. L'événement qu'elle a envie de nous raconter, qui l'a pas mal terrifiée, est arrivé il y a environ un mois. Et elle va nous dire que pour elle, c'était assez compliqué de se décider, oui ou non, à poster tout ce qu'elle a vécu. C'est une personne, comme elle nous le décrit, assez paranoïaque, et elle ne savait pas si elle allait avoir affaire de nouveau à quelque chose comme ça si elle postait à ce sujet. Mais comme cela fait environ un mois et que plus rien ne s'est produit, elle a pensé nous le partager. Merci beaucoup Nathalie, et on commence du coup maintenant. Nathalie, pour commencer, elle va nous expliquer que c'est une jeune femme bulgare de 22 ans. Elle étudie l'art dans une autre ville. Elle était de retour chez ses parents pour les vacances de Noël. Donc cela s'est produit peu de temps après le Nouvel An. La maison de ses parents se trouvait apparemment dans un tout petit village près d'une assez grande ville, là où elle a grandi. Et pour se rapprocher du travail, des centres-villes et des commerces, la famille a décidé de vivre désormais dans une maison à 2 étages près du centre-ville. Un soir, Nathalie, elle était assise dans sa chambre. Elle dessinait comme à son habitude sur son carnet de croquis et écoutait en même temps de ça des histoires d'horreur sur YouTube, comme elle le faisait habituellement. Il était environ 14h et elle était à fond dans une histoire effrayante, sans savoir à aucun moment que c'était bientôt à elle de vivre sa propre histoire d'horreur. Tout va commencer lorsque Nathalie, elle va recevoir une notification Snapchat. Elle va remarquer que quelqu'un avec le nom d'utilisateur Lapi789 l'avait ajouté comme ami. Nathalie, n'utilisant pratiquement jamais l'application Snapchat comme elle n'avait pas trop d'amis, comme elle nous le précise, eh bien va se dire que ça doit être sûrement un pote à elle, sous un pseudonyme, faisant peut-être référence à quelque chose qu'elle ne se souvenait plus du tout, ou à quelque chose qu'elle n'était pas du tout au courant. Une deuxième chose va lui sembler un petit peu bizarre, c'est qu'elle nous explique en fait qu'elle n'a pas du tout son Bitmoji activé, donc son petit avatar qui est censé la représenter, ni même sa localisation, ni même son nom d'utilisateur. Personne n'est censé pouvoir l'ajouter, à part s'il tape un pseudo au pif et que ça tombe sur le sien. Même elle n'avait marqué son pseudo nulle part sur ses autres réseaux sociaux. Mais alors comment du coup ce gars-là avait pu l'ajouter? Elle en sait rien du tout, elle trouve ça un peu chelou, mais bon, pourquoi pas?
Peut-être que le gars s'est trompé, ou que c'est un pote à elle qui a son numéro de téléphone, du coup qui est lié à Snapchat, et qu'il a dû l'ajouter sans faire exprès, ou intentionnellement, et que c'est juste un pote avec un pseudo un petit peu chelou. Pourquoi pas, ça peut être ça. Bref, passons à autre chose. Par pure curiosité, et ce qu'on aurait tous fait je pense à sa place, Nathalie va ajouter l'API 789, après l'avoir ajouté, ouvert son profil, pour voir s'il avait une photo ou une petite information qui pourrait lui permettre de savoir qui était ce gars-là. Sauf qu'il n'y avait absolument rien. Son score Snapchat n'était que de 7, ce qui est extrêmement bas. Elle avait limite l'impression que le gars venait à l'instant même de se créer un compte Snapchat. Après avoir pris cette information et avoir découvert ça, elle va poser son téléphone pour continuer et remettre en arrière la vidéo qu'elle avait loupée sur YouTube pendant qu'elle était distraite sur son téléphone. Mais alors qu'elle était prête à redessiner et à remettre la vidéo en arrière YouTube qu'elle avait manqué, la partie du moins qu'elle n'avait pas écoutée à cause de sa distraction, à cause du téléphone, elle va recevoir une notification Snapchat indiquant que l'API 789 lui avait envoyé un cliché. Elle va se décider à ouvrir la photo, et là ce qu'elle va voir, c'est un truc un petit peu bizarre. C'est une photo d'herbe prise avec une lampe de poche. Elle va regarder cette photo de manière confuse, puis elle va se diriger vers la boîte de discussion pour lui poser une question. Qu'est-ce que c'est et qui es-tu? L'API 789 va bien recevoir le message et va finir par l'ouvrir. Il va le lire, mais ne va pas répondre. Il va laisser aucune réponse. Nathalie va donc après ça demander à ses potes si c'était un d'eux qui avait pu faire ça, sauf que aucun ne va avouer que c'est bien lui qui a envoyé ces snaps. Ils vont tous répondre pas du tout, qu'est-ce que tu racontes, on n'a rien fait nous. Mais là, en même temps qu'elle demandait à ses potes si c'était bien eux qui avaient envoyé tout ça, elle va recevoir un nouveau snap de l'API 789. Cela va être non pas une vidéo mais encore bien un cliché. Cette photo, quand elle va l'ouvrir, Nathalie, elle va voir qu'il y a un carreau rouge dessus. Bon, elle va trouver ça de plus en plus chelou et elle va se dire le gars prend des photos totalement aléatoires quoi. On dirait que le gars s'ennuie juste, prend des photos lambda et les envoie juste pour emmerder les gens. Nathalie va être de plus en plus impatiente, elle va vouloir savoir qui est ce gars, s'ils se connaissent, donc elle va lui envoyer ce message là. Elle va lui demander s'ils se connaissent de l'école, du collège, mais le gars va voir le message et il va pas encore une fois répondre. Quelques temps après, un cliché va être de nouveau envoyé par ce fameux l'API 789 qui va un petit peu plus inquiéter Nathalie. Et c'est même à partir de là qu'elle a commencé à prendre des screens de toutes les photos que lui a envoyé ce type. Quand elle va ouvrir le snap, elle va voir que c'est un petit bouton qu'il y a sur la photo. Mais elle ne va pas directement arriver à décrypter ce que c'est concrètement et de où ça vient. La première fois, elle ne va pas réussir à capturer la photo, donc elle va rejouer le cliché, elle va faire une capture d'écran et donc après, par la suite, regarder ce qu'elle a pu capturer. Et c'est en regardant attentivement qu'elle a réalisé que ce petit bouton s'agissait en réalité d'un petit mécanisme de fermeture qui se trouvait non pas chez leurs voisins ou même dans la ville, mais bien chez eux, dans leur jardin. Et en y pensant, elle va trouver ça super bizarre que ce gars-là arrive à accéder à son jardin, car ils ont une très grande clôture pour laquelle il faudrait vraiment prendre son temps et analyser comment y monter, parce que c'était, comme elle nous l'explique, très très dur de l'escalader. Bon, après avoir reçu tout ça, elle va décider quand même d'aller éteindre toutes les lumières de chez elle pour ne pas se montrer à la potentielle personne qui serait dans leur jardin. La deuxième raison qui va la pousser à faire ça, c'est d'essayer en fait de se mettre à son store pour observer de manière incognito si quelqu'un est dans son jardin. Mais comme la nuit était assez orageuse et sombre, Nathalie n'a rien vu. Elle n'a rien pu observer, aucune personne à signaler dans leur jardin. La prochaine photo va arriver plus vite que prévu. Elle n'avait même pas eu le temps de se remettre de ses émotions que bam, l'API 789 va encore une fois lui envoyer un Snapchat qui va là de plus en plus la mettre dans un état de peur extrême. Sur le Snapchat que lui avait envoyé l'API 789, il y avait la pointe d'une sculpture abstraite en céramique, identique à celle qu'avait Nathalie dans son jardin. Nathalie, en découvrant ça, elle va énormément paniquer et sortir de sa chambre en courant très vite, ne sachant absolument pas quoi faire. Pour une raison qu'elle n'arrive pas à expliquer et qui est assez étrange, elle ne voulait pas réveiller son père et dire tout ce qui se passait. Nathalie était à l'étage, sa mère dormait en bas et ne va pas la réveiller. Comme son père, elle va pas trop oser, pour une raison qu'elle n'arrive pas à nous expliquer. Elle ne sait pas pourquoi elle a fait ça, mais bon, elle avait un feeling qui la poussait à ne pas les réveiller. Peut-être qu'elle était dans un déni et qu'elle refusait à croire ce qui arrivait, et elle pensait peut-être que tout ça était faux et qu'elle avait juste une petite crise de paranoïa. Sans réveiller ses parents et pour essayer de comprendre, Nathalie elle va essayer d'ouvrir la porte, très bruyante et hurlante, de leur terrasse. Et elle essayait de faire le moins de bruit possible pour ne pas laisser le monstre qui était dans leur maison savoir
ce qu'elle faisait. Elle va lutter contre la porte pendant environ 30 secondes et a finalement réussi à l'ouvrir. Elle est sortie doucement, prudemment, pour regarder si quelqu'un était là. Elle a regardé dans la cour, mais elle n'a rien vu. Personne n'était là. Il n'y avait que elle, seule, entourée d'un brouillard épais et d'une nuit très sombre. Elle a regardé plusieurs fois, mais n'a absolument rien vu. Elle essayait de se mettre accroupie pour voir si elle pouvait apercevoir à travers le brouillard quelqu'un, mais aucune trace d'humain à part elle. Bon, elle s'est finalement décidée au bout de quelques minutes de rentrer à la maison, toujours de manière silencieuse, pour éviter de réveiller de un ses parents, mais aussi d'alerter le potentiel gars qui était chez eux. Et c'est à ce même moment qu'elle va recevoir un snap de Lapi 789. Sur la photo que venait de lui envoyer cet inconnu, on y voit la mère de Nathalie qui dort sur le canapé, prise de l'extérieur à travers une fissure d'un des stores de la maison. Aussi choquée et terrifiée qu'elle était, elle a quand même réussi à faire une capture d'écran. Et la voici. À ce stade, elle a perdu toute la gêne qu'elle avait au début et les sentiments qu'elle n'osait pas libérer devant ses parents. Elle va crier à son père que quelqu'un est chez eux. Son père va très vite réagir, il va sortir brusquement de sa chambre et va essayer du mieux qu'il peut de rassurer Nathalie. Pendant ce temps-là, elle va essayer d'expliquer à son père que quelqu'un est dans leur jardin qu'elle ne connaît pas du tout. Son père, quand il va entendre ça, il va pas du tout y croire. Il va être assez sceptique sur la chose et va penser qu'elle a dû halluciner. Mais il va quand même, au cas où, on sait jamais, écouter sa fille et sortir une arme. La mère de Nathalie, à son tour, va se réveiller. Le père de Nathalie va fouiller toute la maison de fond en comble, arme à la main pour voir s'il y avait quelqu'un, mais personne. Nathalie va quand même prendre soin de leur montrer les photos et c'est à partir de là qu'ils vont sembler, eux aussi, à leur tour, assez dérangés par la situation. Mais très vite, ils vont être rationnels et se dire que ce n'est peut-être qu'un enfant qui essaie de leur faire une blague. Le fait est que Nathalie, elle ne vivait pas du tout dans la grande ville, là où elle avait grandi. Elle ne connaissait absolument personne. Donc un pote qui lui fait une blague, cette théorie n'était pas trop envisageable pour elle. Nathalie est donc allée dans sa chambre pour un petit peu se calmer. Elle a ensuite, après ça, vérifié son téléphone, se rappelant qu'elle n'avait pas encore regardé si elle avait reçu de nouveaux clichés après avoir montré les photos à ses parents. Et ça va être une horrible surprise quand elle va ouvrir Snapchat. Elle avait bien reçu 3 nouveaux clichés de Lapi 789. Il s'agissait d'une photo de leur portail d'entrée qu'elle n'a pas pu capturer comme elle nous le précise et de 2 messages disant « À bientôt, au revoir ». En découvrant ça, elle va immédiatement bloquer le compte, ne voulant plus entendre parler de cette histoire. Elle a à peine réussi à dormir cette nuit-là et elle a envoyé plusieurs SMS et appelé plusieurs de ses amis, les suppliant s'ils pouvaient avouer que c'était bien eux qui lui avaient fait une farce ce soir-là. Mais personne ne l'a fait, personne n'a avoué. Et encore à ce jour, elle ne sait pas si cette personne-là était un pote à elle ou que c'était réellement un gars assez dérangé qui voulait faire une sorte de blague pour la nouvelle arrivée du village. Quelques jours après, le petit copain de Nathalie a essayé de retrouver le compte de Lapi 789, mais ils se sont rendus compte tous les deux qu'il avait été supprimé. Il n'y avait plus personne du nom de Lapi 789. Nathalie a fini son histoire en nous racontant que cette même nuit, elle avait supprimé dans la foulée Snapchat et qu'elle ne compte plus du tout s'y rendre très bientôt. Voire jamais du tout. Ouais. On espère que Nathalie va beaucoup mieux, même si elle ne s'appelle pas Nathalie dans la réalité de ce poste, et qu'elle est très heureuse avec son copain, et on lui souhaite de ne plus du coup recevoir de snap de Lapi 789. En fait, je souhaite à personne de recevoir des snaps de ce gars. Attention à Snap, les amis. Je sais que beaucoup de personnes vont être déçues, peut-être tristes, peut-être en dépression. Le terme est abusé. Nous sommes sur la dernière histoire, la 3e, j'espère qu'elle vous plaira tout autant que les 2 autres d'avant. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre une petite note en commentaire sur les histoires. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que la mécanique vous fait peur? Ou pas du tout? Voilà, peut-être que ça peut être pas du tout terrifiant pour des gens. J'attends vos retours. La dernière histoire, c'est une adolescente qui va la vivre et elle s'appelle Sarah Winderson. Elle est extrêmement fan de Snapchat et utilise l'application souvent. Et c'est d'ailleurs sur cette application-là qu'elle parle à son petit copain. Comme elle va nous le décrire, c'est un jeune garçon coquette, étudiant hétéro, star de l'athlétisme, tout ce qu'une fille voudrait chez un homme. Mais il n'était pas parfait, comme elle nous le dit cependant. Il souffrait d'un trouble mental appelé trouble explosif intermittent. Celui-ci, il le faisait souvent entrer dans des phases de crise, de rage incontrôlable, chaque fois qu'il ressentait du stress.
Ses parents ne vont jamais être là pour lui, eux qui se battaient pour le divorce ne vont pratiquement pas lui apporter d'attention, et ce qui va aggraver un petit peu sa maladie. Cette maladie va rendre la relation entre Sarah et lui assez difficile. Mais même si des fois il avait des comportements que trouvait Sarah un petit peu chelou, eh bien, il lui disait toujours cette phrase-là: « Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours, bébé ». Elle va nous le décrire comme un garçon très gentil et qui aimait pratiquement tout le monde. Elle avait l'habitude de parler souvent avec lui sur Snapchat, et un jour elle va recevoir une notif. C'était bien lui. Dans son message, il indiquait qu'il lui avait fait un cadeau. Sarah va être assez curieuse de savoir le cadeau, alors elle a simplement répondu « Tu m'as offert un cadeau ?» À cette question, son petit copain, qu'on appellera Michael, car il n'a pas forcément de nom dans l'histoire, il va dire ceci et répondre un peu à côté de la plaque. « Tu sais à quel point mes parents t'ont toujours détesté? Comme ils ont toujours dit que j'étais trop bien pour toi. » Cette réponse va la rendre un petit peu méfiante et va se rappeler d'un comportement qu'avait eu Michael, son petit copain, un petit peu bizarre. Elle se souvient qu'une fois, ses parents, ils étaient en train de s'embrasser pendant que Michael était à la maison, bon comme font tous les parents quoi, et là pour aucune raison, ils s'étaient mis à crier, dans le salon très fort, sans aucune raison apparente. En revanche, les parents de Sarah étaient quand même assez bienveillants, ils ne détestaient pas pour autant le petit ami de leur fille. Ils essayaient d'être assez compréhensifs avec la maladie qu'il avait. Mais en revanche, les parents du petit Michael, ils étaient aussi un petit peu chelous. Ses parents, ils la traitaient toujours de bimbo, sans aucune valeur, et d'idiote. Mais heureusement, Michael la rassurait toujours. Quand elle se faisait insulter gratuitement, il lui disait que ce n'était pas du tout le cas, que ses parents mentaient. Comme son petit copain lui a dit qu'il voulait lui offrir un cadeau, elle s'est automatiquement dit que peut-être il leur avait fait changer d'avis sur la personne qu'elle était. Mais elle a fini par tout simplement répondre à son message « Ouais ». Et là, il va répondre un truc qui va commencer à éclaircir l'horreur du futur. Eh bien, il n'y a plus lieu de s'inquiéter pour eux. Et après cette phrase-là, Sarah s'est mise à crier. Vous me direz pourquoi elle s'est mise à crier? Eh bien voici la raison. La photo qui accompagnait le message était terrifiante. Devant ses yeux, en photo Snapchat, il y avait les parents de son petit copain Michael pendus au plafond, avec du sang qui dégoulinait sur leur corps, sans vie. Sarah va se mettre à pleurer des tonnes de larmes, ne comprenant pas du tout pourquoi il avait fait ça, et même elle va se demander si tout ça n'est pas une blague, et est-ce que vraiment ces types-là sont vraiment ses parents quoi. Elle va vraiment rentrer dans un déni qui va essayer de la protéger de la réalité horrible et glauque de la situation. Après cette photo, Michael, il va lui envoyer cette phrase-là: « Il te traitait de détritus, et je me suis mis en colère. Nos problèmes sont à présent résolus, bébé. Nous pouvons être ensemble pour toujours. » Elle va ressentir directement après ça un sentiment de dégoût envers lui. Elle ne va plus du tout être amoureux de lui. Tous les sentiments vont partir en une fraction de seconde, trouvant que ce qu'il avait fait était tout simplement impardonnable. « Je ne veux plus être avec toi. Je ne t'aime pas. Tu es un psychopathe. » Après qu'elle ait répondu à son message, Michael, il lui a fallu 20 minutes pour qu'il réponde. La notification d'un nouveau message de Michael est apparue sur son téléphone et elle a énormément hésité à répondre. Finalement, elle l'a fait et le message disait « Est-ce vrai ?» Mais la photo qui l'accompagnait va lui glacer automatiquement le sang jusqu'au dos. La photo qu'elle va ouvrir est une photo de sa maison. Elle va faire un bond de 2 mètres, continuer à être paniquée, angoissée, pleurer, et après cet incident, soudainement, 3 messages vont apparaître sur son téléphone. Elle va tapoter le premier d'une main tremblante, puis va vomir. La photo était celle de sa mère, dans la cour, décapitée et éviscérée comme un animal, avec lui debout à côté, en souriant, avec un sourire psychotique. Sur la photo, on peut voir que la tête avait été posée à côté de son corps. Les mots situés en dessous de la photo étaient les suivants. « Est-ce que tu m'aimes maintenant ?» Elle va ouvrir le dernier message et va voir qu'il y a son père sur la photo cette fois-ci, étendu sur le sol, la gorge tranchée et le sang tachant le tapis de pourpre. Tapis qui se situait dans la maison. La photo était suivie d'un message où il avait marqué « Aime-moi maintenant ». Dans la panique totale, elle va se mettre à crier « Où es-tu ?» Elle va recevoir à nouveau un message de lui indiquant dans l'escalier. La dernière photo qu'il a envoyée était celle de la porte de sa chambre en haut des escaliers. Elle va entendre des pas se rapprocher de sa porte. Un autre message va apparaître sur son téléphone. Elle a ouvert. Elle va voir qu'il y a marqué « Est-ce que tu m'aimes ?» Il n'y avait pas d'image cette fois-ci, juste l'obscurité. D'un doigt tremblant, elle va taper « Non » et ce sera la dernière action qu'elle fera. La dernière chose qu'elle va entendre va être le bruit d'une porte qui va s'ouvrir brusquement. J'ai un mal de dos atroce, mais ça n'a rien à voir
avec la conclusion que j'ai envie de faire. Conclusion qui n'est pas vraiment une conclusion et qui est juste une affirmation, pour vous indiquer que tout ça n'est pas vrai. Parmi les 3 histoires, il y en a seulement une qui est vraie. La deuxième, enfin du moins on le suppose, on n'est pas vraiment sûr, mais en tout cas, si elle n'est pas vraie, c'est une belle ARG. En tout cas, la première et la dernière sont totalement fausses. Elles ont été créées sur le subreddit AirNoSleep, un Reddit qui est souvent là pour réaliser des fictions, des ARG. J'ai jamais été déçu de savoir que les histoires au final sont fausses, car en vrai c'est vraiment rassurant. Au moins il n'y a aucune personne qui sont décédées, et c'est la chose que je voulais vous dire à la fin de la vidéo. Je sais pas si la vidéo aura duré très longtemps, en tout cas j'espère qu'elle aura duré très longtemps, car je sais que vous adorez ça. Vous êtes friands d'histoires longues, et j'espère que j'aurai pu vous régaler. On se retrouve nous très bientôt, très gentiment pour de nouvelles histoires d'horreur. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et à très vite pour de prochaines histoires.